Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomark, émission spéciale sport adapté aujourd'hui à travers sa fédération, la Fédération Française de Sport Adapté, FFSA, racontée par mes invités, à commencer par Marie-Paul Fernès. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la directrice technique nationale de la Fédération. Vous êtes accompagnée de Charles-Antoine Kouakou. Charles-Antoine, merci de revenir dans l'émission Avomark. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Tu es un immense champion. On va revenir sur ton parcours et tes derniers résultats qui ont été très bons. Vous êtes tous les deux accompagnés de Henri Millot. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de la Fédération et avec nous également Sandrine Détouche. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fédération en charge de la communication. On va essayer de tout comprendre sur le sport adapté, la Fédération française de sport adapté. Tout comprendre, tout savoir, ce sera mon défi dans la première partie de l'émission. Et pour commencer, j'ai envie de dire joyeux anniversaire parce que la Fédération française de sport adapté fête ses 50 ans. Elle a été créée en 1971. On le rappelle, c'est une fédération multisport au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Sandrine, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Vous êtes donc vice-présidente, je le rappelle, en charge des 50 ans de la fédération. On imagine que fêter les 50 ans cette année, c'est un grand honneur pour vous. Oui, c'est un grand honneur, c'est aussi un grand défi dans ce contexte, mais on est vraiment ravis de fêter ces 50 ans pour vraiment mettre à l'honneur nos sportifs. Pour nous, c'est vraiment une étape importante pour relancer la pratique. Vous avez prévu quelque chose de particulier? Ça se fête les 50 ans, non? Oui, on aimerait vraiment les fêter, donc on a réfléchi un petit peu. Le contexte sanitaire nous a un petit peu ralenti dans nos envies de faire une grande fête. Alors pour l'instant, on va plutôt faire des diffusions numériques avec des clips, avec des invités mystères qui nous ont rejoints. Je vous invite à voir la page Facebook de la Fédération. Il y a des invités mystères qui vont déclarer un joyeux anniversaire. Et puis, on espère en juillet relancer la pratique et lancer une opération de communication pour fêter l'anniversaire et fêter la relance. C'est bien noté, nous irons sur la page Facebook de la Fédération. Marie-Paul, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la pratique du sport adapté. Qui peut s'inscrire vraiment à la Fédération française de sport adapté? Vers qui je dois me tourner si j'ai envie d'avoir une pratique sportive adaptée? Alors, toutes les personnes en situation de handicap mental ou psychique sont accueillies au sein de la Fédération française du sport adapté. Comme toutes les fédérations, elle est organisée avec des ligues régionales et des comités départementaux et chaque département de France métropolitaine et quasiment tout l'outre-mer est doté d'antennes départementales. Et donc le conseil que je donnerai à une famille ou à une personne qui veut s'inscrire au sport adapté, c'est de se rapprocher des instances départementales qui sauront les orienter vers la pratique de leur choix dans le club qui leur convient. Sandrine, quel est le rôle de la fédération aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un rôle de santé publique? Oui, je dirais qu'au même titre que de toute fédération sportive, je pense qu'on peut s'aligner à toutes les fédérations. Il y a des vrais enjeux de santé, de bien-être, au niveau physique, santé mentale également. Marie-Paul sera plus à même d'en parler au niveau de la santé de manière globale, au niveau physique et corporel, avec certaines pathologies ou certains handicaps qui peut-être nécessitent une pratique un petit peu plus régulière. Mais en tout cas, voilà, le sport, pour nous, c'est les mêmes valeurs que pour toute fédération. Donc, il y a un vrai enjeu de santé, finalement, et alors physique et mentale. Marie-Paul, nous recevons très régulièrement ici des athlètes handisport. Quelle est la différence, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, entre la Fédération française de sport adapté et la Fédération française handisport? Alors, la Fédération française handisport est également une fédération multisport, mais qui s'adresse exclusivement aux sportifs en situation de handicap physique ou sensoriel. Alors que la Fédération du sport adapté s'adresse, elle, aux personnes en situation de handicap mental, intellectuel, psychique. Henri, merci d'être avec nous. Oui. Vous êtes un peu la Bible de cette fédération. Elle a 50 ans cette année. Rappelez-moi la genèse de sa création. Bon, certains disent que je suis le fossile, vous voyez. Ouais. Alors, j'ai eu la chance de vivre ces 50 ans dans le sport adapté, puisque j'ai 72 ans. Et j'ai été à la genèse de cette fédération. Je vais vous expliquer pourquoi.
Il y a eu 2 déclics en 1969 et 70. Le premier déclic, ça a été la présence à Paris de Madame Eunice Kennedy Shriver, qui était la sœur du président, et qui a importé en France des méthodes d'entraînement d'activité physique pour les personnes en situation de handicap mental, parce qu'il y avait une fondation Kennedy aux États-Unis, parce que la sœur du président Kennedy était handicapée mentale, et donc il y a toute une activité culturelle, physique qui s'est développée. Et son mari était ambassadeur des États-Unis à Paris, et donc en arrivant à Paris, elle a créé ça. Elle a créé une association de volontaires, bénévoles américains qui allaient dans des établissements spécialisés. Voilà. Le deuxième déclic, ça a été la prise de conscience de certains nombre de parents à Paris. Je voudrais citer M. Calvino, qui est le véritable fondateur de la fédération. M. Calvino, qui était trésorier de l'UNAPI, qui est une grande association de parents d'enfants handicapés mentaux en France, et puis de quelques étudiants bénévoles dont j'étais. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai découvert ce milieu par hasard en faisant mes études d'éducation physique à l'INSEP. Et voilà. Et donc, ils ont eu l'idée de créer une fédération sportive en France pour les handicapés. Henri, aujourd'hui, cette fédération, elle va bien, et j'aimerais quand même communiquer sur quelques chiffres, si vous le voulez bien. Ce sont 1300 clubs, 65 000 licenciés, 150 000 participants et 75 disciplines sportives. Vous le voyez à l'infographie qui est à l'écran. Henri, c'est un honneur pour vous de voir que le handicap peut passionner, peut fédérer? C'est un double honneur pour moi, parce que c'est un honneur de voir qu'en 50 ans, on a réussi à construire une fédération qui regroupe, vous avez donné le chiffre, alors que personne ne donnait cher de notre peau au départ. Même au plus haut niveau, on pensait que c'était inutile, le sport adapté. Parce qu'ils n'avaient pas compris que on ne veut pas développer une pratique sportive compétitive comme tout le monde, mais la compétition fait partie de la vie. Et vous savez qu'à cette époque-là, les établissements spécialisés dans lesquels sont accueillis les personnes en situation de handicap mental, à cette époque-là, c'était surtout de la thérapeutique, de la rééducation qu'ils subissaient, l'orthophonie, la psychomotricité. Et il n'y avait pas de prof de PS, il n'y avait pas d'activité sportive. Et donc, par le sport adapté, eh bien, tout ça s'est développé au fur et à mesure en 50 ans, et plus personne maintenant ne conteste l'intérêt et l'utilité du sport pour les handicapés mentaux. Sandrine, on dit souvent en langage journalistique qu'un bon reportage, c'est avant tout une bonne histoire. Il doit y en avoir beaucoup dans le sport adapté. J'ai envie de vous dire qu'il y a 65 000 belles histoires. Ce serait difficile de choisir. Moi, je trouve que c'est des passionnants. Alors, on parlait de santé publique. Pour moi, la FFSA est bonne pour la santé, mais pas que pour nos sportifs. Je pense qu'elle est bonne pour tout le monde. C'est des vraies valeurs humaines qui sont véhiculées à travers leur histoire. Ils ont chacun leur histoire, chacun leur parcours aussi de parents, depuis leur plus jeune âge, qui ont dû faire face à des difficultés de prise en charge, de suivi, d'incompréhension. Et je trouve qu'à travers le sport, il y a un dépassement de soi qui est vraiment palpable et qui véhicule vraiment des valeurs. Moi, j'étais particulièrement touchée par toutes les rencontres que j'ai pu faire auprès des sportifs. Donc, j'ai plein de noms qui me viennent en tête. J'ai envie de dire, il y a ceux qui font de la grande compétition, il y a aussi tous les autres qui s'épanouissent chaque jour. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la notion d'empowerment que ça met en jeu, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs pleinement de leur pratique, tout en cumulant souvent une activité professionnelle. Les histoires, c'est vrai que ce sont des histoires de vie qui en communication sont assez faciles à vendre, faire parler de nous. Donc, pour moi, les 50 ans, c'est aussi un temps pour enfin sortir un petit peu du placard et parce que je pense que c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre sur la vie, en fait. Et donc, vraiment, je pense que c'est des portraits qui sont vraiment très touchants. Et je vous invite encore une fois à aller vous découvrir un petit peu plus. Sandrine, justement, moi j'en ai une belle histoire, et cette belle histoire, elle est sur le plateau. C'est Charles-Antoine Kouakou. Charles-Antoine, merci d'être là. Bonjour. Alors,
toi, tu es un athlète de haut niveau en para-athlétisme adapté. Tu es déficient mental depuis ta naissance. Oui. Jusqu'à il y a un an, tu ne savais pas lire, écrire, compter. Depuis, tu commences à lire, à écrire, mais tu brilles avant tout sur les pistes d'athlétisme du monde entier. Comment est-ce que tu as découvert la Fédération française de sport adapté? Moi, j'ai découvert, c'est parce qu'avant, le seul qui m'accompagnait en sport adapté m'a aidé, c'était Emmanuel Bougène. Ouais. Et c'était qui? C'était ton coach? Non, c'était un prof. Un prof de PS? Oui, c'était un prof qui s'occupe de sport d'athlétisme. Ah, et toi, tu voulais courir? Oui, moi, je vais courir. Ouais, parce que tu cours vite? Oui, parce que j'ai commencé à un âge de 13 ans. Ouais. Et depuis que j'avais couru vite, mon père il m'a vu, et après il m'a inscrit directement de mon club au Bourget 93. Tu voulais pas faire un autre sport? Il n'y avait pas un autre truc qui te tentait Avant j'ai fait judo, après ça m'intéressait pas. Alors tu t'entraînes avec des valides au club d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Oui. C'est un plaisir pour toi d'avoir ce mélange valide, personne en situation de handicap? Pour moi, c'est mieux pour moi parce que quand je m'entraîne 7 fois par semaine, ça remonte à un autre niveau. Avec des gens avec qui je cours, avec des gens plus forts. C'est bien de s'entraîner avec des gens plus forts? Comme ça, toi, tu deviens plus fort? Oui, voilà. D'ailleurs, tu as battu le record du monde du 200 mètres? 260 mètres. 200 mètres. 200 mètres. Au 60 mètres. Mais en 200 mètres, tu as battu le record du monde. En salle, c'était au mois de mars pour les championnats d'Europe. Nantes. Tu te souviens combien tu as fait le temps? 21,86. Bravo Charles-Antoine. Tu es fier de ça? Oui, je suis fier parce que ça fait 2 fois que j'ai battu le record du monde. J'ai fait en Pologne. C'était en 2020, mars 2020. Ouais. Et après, j'ai fait cette année à Nantes. Ah, c'était à Nantes? Oui. D'accord. Marie-Paul, comment est-ce que vous, en tant que DTN à la fédération, vous accompagnez Charles-Antoine ou un autre athlète d'ailleurs? Alors Charles-Antoine, comme tous les sportifs de haut niveau du sport adapté, est inscrit au sein du pôle France de sa discipline, qui est basé au Creps de Reims. Donc l'organisation du pôle France, ce n'est pas un internat permanent, parce que pour nous c'était très important qu'il y ait une alternance entre stages nationaux et entraînement en club, comme pour lui à Antony. Donc il a au sein du Creps de Reims bien des encadrants, entraîneurs nationaux, kinés, psychologues. Il y a tout ce qu'il faut, c'est une vraie fédération. Exactement. Au service des sportifs pour le haut niveau. Voilà, on a un projet de performance fédérale qui permet d'accompagner les sportifs au quotidien dans la pratique sportive et en lien aussi avec leur activité, soit à l'école, pour ceux qui sont encore scolarisés, soit à l'ESAT, comme c'est le cas pour Charles-Antoine, de façon à rendre compatible sa préparation sportive, ses compétitions et la poursuite de son activité à l'ESAT. Le haut niveau, finalement, ça fait longtemps qu'il y a une approche haut niveau au sein de la fédération? Alors, il y avait une pratique internationale au tout début des années 2000 et même un petit peu avant. Par contre, il n'y avait pas de reconnaissance en tant que telle du statut de sportif de haut niveau. Ça, c'est relativement récent, ça date de 2009 seulement, la reconnaissance par le ministère des Sports du statut de haut niveau dans 8 disciplines désormais, dans 5 il y a quelques années, dans 8 aujourd'hui. Et la réintégration aux Jeux paralympiques, elle est relativement récente puisqu'elle ne date que de 2012 pour la catégorie de Charles-Antoine. Il y a eu une petite période, il y a eu une période à partir de traversée du désert de 2000. À 2000 parce qu'il y a eu cet épisode donc avec les Espagnols où 10 des 12 joueurs espagnols de l'équipe de basket étaient en fait des valides, ils ont triché, mais c'est tout le sport adapté qui a payé. Absolument, et qui paye encore. C'est pas, oui, mais et voilà, qui c'est paye pas très encore juste quand parce même. Que la réintégration, elle a été vraiment à dose homéopathique puisque en athlétisme, il n'y a que 4 épreuves d'ouvertes. Par exemple, Charles-Antoine, il est recordman du monde du 200, mais il devra courir le 400 aux Jeux de Tokyo. C'est pas ouvert aux Jeux. Et voilà, il y a mais t'es fort en 400. Oui, je suis fort. Aussi. Mais c'est un pur coureur de 200 qui se met sur 400 pour pouvoir participer aux Jeux. Toutes les épreuves ne sont pas ouvertes, donc ça lui donne encore plus de mérite.
d'arriver à se qualifier. Hein. Il doit s'adapter Absolument. aux règlements internationaux. Marie-Paul, rapidement, quelles sont les disciplines qu'on peut pratiquer au sein de la fédération et peut-être nous rappeler les disciplines paralympiques? Très bien. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a 75 disciplines qui sont offertes, mais toutes ne se pratiquent pas en compétition. Par contre, en compétition, se pratiquent en sport collectif le basket, le foot, le hand et le rugby. Se pratique en sport de raquette le tennis de table, le tennis et le badminton. En opposition, on a la lutte et le judo. On trouve aussi des sports de boule, la pétanque et le sport boule. Sur les activités extérieures, on a le canoë-kayak, le ski nordique, le ski alpin, l'escalade, l'athlétisme, la natation, le cyclisme, l'équitation. Je pense que tout le monde peut trouver une pratique à son goût. Par contre, pour ce qui concerne le haut niveau, il y en a 8, dont 3 qui sont paralympiques. Le haut niveau, c'est les paralympiques? Pas que. Il y a 8 disciplines reconnues de haut niveau qui ont des championnats d'Europe, des championnats du monde, pour lesquels les sportifs ont le statut de sportifs de haut niveau. L'athlétisme, la natation et le tennis de table, qui sont aussi aux Jeux paralympiques. Et ensuite, on a le basket, le foot, le cyclisme, le ski alpin et le ski nordique, qui sont de haut niveau, mais qui ne sont pas inscrites au programme des Jeux. Henri, je vais faire appel à votre mémoire, si vous le voulez bien. Historiquement, la France performe dans quelle discipline? C'est une question difficile. Vous voulez dire aux Jeux paralympiques? Oui, ou plus globalement, même sur les compétitions internationales. Moi, je vais donner mon avis personnel. Marie-Paul ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Pour moi, on performe essentiellement. Enfin, on performe. D'abord, en tennis de table. Ça a été la première discipline qui s'est organisée en interne avec tous les ingrédients qu'il faut pour préparer des sportifs de haut niveau. Donc, on a eu un champion du monde. On a vraiment un groupe de tennis de pongistes qui sont de très, très haut niveau. Mais aussi la natation, mais aussi le basket, mais aussi l'athlétisme. Je veux dire, c'est difficile de faire des choix. Et je voudrais pas faire de jaloux. Merci Henri, merci à vous quatre. On va rester ensemble. Charles-Antoine, on va évoquer maintenant tes ambitions sportives et surtout tes résultats absolument extraordinaires. C'était au dernier championnat d'Europe, c'est l'heure de Parcours Perf. Je rappelle que comme dans plusieurs disciplines handisport, il y a un système de classification pour les compétiteurs au sein de la Fédération française de sport adapté. Henri, comment est-ce que cela se passe? J'imagine que tout est pris en compte, de l'autonomie jusqu'à la motricité. Absolument. Alors, 2 mots là-dessus, c'est que entre 1980 et 2015, il y a eu un système de classification au sport adapté qui était un peu embryonnaire, qui se basait sur trois divisions, on appelait ça des divisions. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était plus des niveaux de performance plutôt que des catégories qu'on appelle des classes actuellement. En gros, il y avait une classe dans laquelle il y avait 3 niveaux. Et on s'est aperçu rapidement qu'il fallait, comme en handisport, qui met dans des classes des handicaps différents. Le handicap mental étant extrêmement complexe, il fallait qu'on fasse la même chose. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche pendant 1 an pour déterminer trois classes qui sont 3 groupes de personnes que l'on appelle improprement A, B, B, C, C, D. Ça veut rien dire, mais c'est notre jargon. Mais ça permet de respecter les sportifs, de respecter leur sécurité de pratique et de respecter la logique sportive et les disparités dans les formes de handicap. C'est ça surtout. On va passer tout de suite à la classe de handicap de Charles-Antoine. Charles-Antoine, quelle est ta classe de handicap au niveau national, au niveau international? Bon, ma classe de handicap, c'est que j'articule pas bien. Tu quoi? J'articule pas bien. D'accord. Ouais, j'ai des mal à articuler après. Articuler? Ouais, voilà. D'accord. Il n'y a pas des lettres, comme vient de nous dire Henri? T'es AB, AC? A, B, C, ouais, non. Non, tu sais pas, Marie-Paul CD. Ah, CD. Donc, Charles-Antoine, au niveau de la classification franco-française, dans les domaines, comme l'expliquait Henri, de l'autonomie, de la communication, de la motricité et de la socialisation,
est un sportif qui est le plus efficient. Hein, donc il a un handicap qui est léger, qui l'impacte dans ces 4 domaines, donc lui il est CD. Au niveau franco-français, parce que ces classifications-là n'existent pas au niveau international. Au niveau international, ils considèrent une seule catégorie, ce sont les personnes déficientes intellectuelles. Mais que leur handicap soit lourd ou léger, il y a quand même un petit problème d'équité, souvent. Et voilà, elles concourent toutes les unes contre les autres au niveau international. Du coup, on retrouve essentiellement des athlètes qui sont peu déficients, hein, comme Charles-Antoine. Alors qu'au niveau français, pour nous, on avait à cœur vraiment de permettre... De mettre l'équité au cœur du projet. Absolument. On l'a dit, Charles-Antoine, tu as été champion du monde en 2020, champion d'Europe récemment avec le record sur le 200 mètres, champion d'Europe également sur le 60 mètres. Une prouesse d'autant plus remarquable qu'à côté, tu as un métier, tu es jardinier, c'est bien ça? Oh oui, c'est ça. Comment tu fais tes journées? Comment tu les découpes? Tu t'entraînes quand? C'est que d'habitude, donc le matin, je suis à Spa-Vert et l'après-midi, je vais à l'entraînement. Et je m'entraîne 7 fois par semaine. 7 fois par semaine? Oui. Donc tout le temps? Oui, tout le temps. Du dimanche au dimanche? Mais sauf les dimanches, on est en repos. Après, dimanche, t'es repos? Oui, dimanche, je repos. Quand même. Après, ça dépend que la compétition, de fois, ça peut tomber en 2 manches 2 fois. Ah oui, d'accord. Donc tu peux t'entraîner 6 jours et tu fais la compétition le dimanche. Début avril, tu devais être dans le top 6 mondial sur top 6. Ouais, top 6, 1er avril. Du coup, la question, est-ce que tu vas aller aux Jeux paralympiques de Tokyo? Est-ce que tu es qualifié? Oui. Bravo. Quand est-ce que tu as su? Je suis depuis le 1er avril. Ah, c'était pas une blague alors? Non. Non. Marie-Paul, j'ai envie de dire que Charles-Antoine est l'exemple idéal d'un athlète de la Fédération française de sport adapté qui a réussi. Mais vous qui êtes impliqué dans cette thématique, vous avez des idées d'autres athlètes qui sont performants? C'est peut-être le moment de leur rendre hommage? Tout à fait. Alors, on a beaucoup d'athlètes qui sont performants. Henri avait l'embarras du choix tout à l'heure pour dire les disciplines qui sont les plus fortes, puisqu'on a des médaillés mondiaux dans toutes les disciplines qui sont reconnues de haut niveau. Aujourd'hui, si on veut un peu se centrer sur les Jeux de Tokyo, on a déjà 3 sportifs qualifiés. Charles-Antoine Kouakou, Gloria Agblé-Magnan au lancer du poids et Lucas Créange en tennis de table. Et nous en avons encore 5 qui sont en cours de qualification. Autant de chances de médaille. Exactement. Nathan Maillet en natation. Un autre athlète, un coureur de 1500, Gaël Geffroy. Qui est vraiment un vrai espoir. Qui est donc vice-champion d'Europe, on le précise. Absolument. En mars. Absolument. Et Gloria Agblé-Magnan, qui a été médaillée mondiale. Non, elle n'a pas été. Alors, elle a été titrée au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, en lancer de poids, donc on leur rend hommage parce qu'on les a reçus dans vos marques. Autant de chances de médailles, on l'a dit. Nous avons encore 3 pongistes qui sont en cours. Mais là, il faudra gagner le tournoi de qualification paralympique qui a lieu début juin. C'est Léa Fernet. Et c'est Timothée Ivaldi. Et puis, on tente une invitation pour un pongiste très fort qui est bien classé à la ranking, qui est Antoine Zao. Donc voilà notre petit groupe restreint, puisqu'on a très peu d'épreuves, mais qui, quand même, se prépare pour se qualifier aux Jeux. Très bien. Dernière question pour vous, Sandrine. Quelles sont les futures échéances de la Fédération? Alors, on va dire que la grosse échéance de cette année, et puis on va dire pour les 50 prochaines années. Alors c'est un renouveau. Moi je pense que ce qu'on a vécu ces derniers temps, et particulièrement pour nos sportifs, c'est l'importance du sport. Donc c'est de relancer la pratique sportive, de dire à toutes les familles, de tous les pratiquants, que le sport revit, que c'est possible. On aimerait vraiment, à l'image du logo qu'on a choisi, coloré, que ce soit éclatant de lumière, on a vraiment envie que notre fédération, elle brille davantage, vraiment pour que nos sportifs puissent avoir accès à la pratique, qu'ils puissent s'épanouir, et que les familles aussi puissent se dire qu'à partir du moment où on a un enfant en situation de handicap mental ou psychique, c'est possible. La pratique du sport est tout à fait possible, quel que soit le niveau d'adaptation. On proposera des solutions adaptées pour tout le monde. Donc, les prochaines échéances, on va dire que ça va être de relancer la pratique et puis de faire de la fédération un nouveau dynamisme et puis de continuer à travailler avec le professionnalisme dans lequel elle pratique. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce numéro d'Avomarque. Charles-Antoine,
La prochaine échéance, ce sont les Jeux. Tu reviens avec la médaille d'or l'année prochaine dans l'émission À vos marques. Oui, C'est noté? c'est noté pour moi. Merci encore à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro d'À vos marques. Salut.